Madame, Monsieur, bonsoir. C'est le tout dernier débat juste avant le vote dimanche dans l'une des plus belles circonscriptions de Savoie-Mont-Blanc, direction la vallée de la Tarentaise, direction le Val d'Arly, le Beaufortain, le pays albervillois. Voilà, on voit effectivement cette magnifique circonscription qui est juste ici. Le député sortant, pas l'un des moindres, Hervé Guémard, qui a siégé pendant très longtemps dans cette circonscription. Vous le connaissez bien, effectivement, Vincent Rolland, car vous avez travaillé avec lui. Face à vous, Philippe Troutot, merci d'être avec nous. Vous êtes candidat dans cette circonscription. On va revoir les scores de la semaine dernière pour comprendre un petit peu le rapport de force, hein, si on peut dire. Et effectivement, eh bien, Vincent Rolland, vous êtes le seul des 10 circonscriptions LR à être légèrement devant, et on peut dire, hein, le rapport de voix est quand même assez faible. Et vous, effectivement, Philippe Troutot, vous êtes juste derrière. Ma première question, elle est pour vous, Philippe Troutot. On le rappelle, vous n'avez pas l'investiture En Marche, vous êtes majorité présidentielle. Demain, si vous êtes élu, vous allez siéger comme les gens d'En Marche, ça sera pareil, ou vous allez avoir une différence par rapport à eux? Eh bien, écoutez, je m'y suis engagé et je n'ai pas changé d'avis et en tout cas de ligne de conduite depuis le premier tour de cette élection où les électeurs ont bien voulu m'accorder cette avance, même si elle est confortable. Je serai dans la majorité Attendez, cette avance, présidentielle. là, pour l'instant, vous êtes Alors, pas en avance. Cette avance, j'allais dire, voilà. Voilà, c'est Vincent Rolland qui, pour l'instant, est en avance. Tout à fait. Mais c'est une confortable, j'allais dire, deuxième place, puisque je vous rappelle simplement que certains de vos confrères annonçaient M. Rolland vainqueur haut la main au premier tour de cette élection. On ne s'y trompe pas. Et pour répondre à votre question, je suis effectivement dans la dynamique de En Marche, de la République En Marche, quand bien même je n'ai pas cette investiture. Vincent Rolland, c'est vrai, vous êtes le seul de tous les LR, les Républicains, à être légèrement en tête. Votre pensée pour les autres, ou comment vous qualifiez votre résultat? En quoi est-il différent de celui de vos confrères et consoeurs qui ont eu beaucoup plus de mal? Ça, il faut le poser aux électrices et électeurs, que je remercie de m'avoir porté en tête de cette élection. C'est sans doute une reconnaissance ou le signe du terrain, de vivre au pays et de connaître les dossiers de cette vallée, de cette circonscription, variés, vous l'avez dit, avec de la plaine, de l'industrie, de l'agriculture, du thermalisme, du tourisme, plusieurs massifs, Beaufortain, Val d'Arly, Tarentaise, et tout cela mis ensemble, je le parcours, je le connais, et c'est peut-être cette reconnaissance qui aujourd'hui fait que je suis en tête à l'issue du premier tour. Premier sujet, on va parler de la montagne. Bien entendu, ce secteur extraordinaire, ces massifs et ces domaines skiables connus dans le monde entier. Seul problème, c'est qu'il y a aussi des gens qui vivent dans ces domaines skiables et beaucoup de pluriactifs. Vous le connaissez, c'est l'exemple de cet agriculteur qui le matin traite les vaches et qui après l'après-midi et fin de matinée va donner des cours de ski. C'est vrai que le réchauffement climatique nous prend un peu tous de court. En tant que députés les uns et les autres, comment pouvez-vous garantir à ces personnes-là de vivre décemment de leur métier et d'avoir aussi la couverture sociale minimum? Qu'est-ce que vous pouvez faire pour eux? Moi, tout simplement, on n'oublie pas qu'effectivement, la Savoie, et plus particulièrement notre deuxième circonscription, 40% du PIB, c'est le tourisme, avec ce qui l'accompagne, c'est-à-dire un travail saisonnier qui pose problème, puisque on en sait bien quelque chose avec Alexandra Udry, qui est ma suppléante. L'hiver, on travaille dans les remontées mécaniques sur les pistes, et l'été, eh bien, on a du mal, et ils ont du mal, ces saisonniers, à trouver un travail. Donc le statut du saisonnier, très clairement, il va falloir le retravailler plus qu'il ne l'a été depuis tant d'années. Une proposition que vous auriez? Eh bien, je pense qu'il faut libérer et peut-être alléger certaines dispositions du Code du travail en matière, effectivement, de travail saisonnier, pour les travailleurs saisonniers. Donc aujourd'hui, un travailleur saisonnier ne peut cumuler que deux contrats. Tout ça, à mon sens, nous devons le libérer pour pouvoir justement laisser plus d'oxygène à nos travailleurs saisonniers. 30 000 travailleurs saisonniers sur l'ensemble du département, c'est important. Il faut penser effectivement à eux. Vincent Rolland. Quand on dit saisonnier, on pense évidemment aussi à pluriactivité, ce qui n'est pas systématique, mais c'est assez régulier. Et pour ces pluriactifs, il faut bien reconnaître que c'est souvent le parcours du combattant en matière de cotisation, en matière
de prestations, il faut enfin que la caisse pivot puisse faciliter ce démarchage que les saisonniers doivent faire d'une part. Et puis il y a aussi la question des cotisations minimales. Un moniteur de ski, et vous savez que je le suis. Et vous êtes moniteur en plus. Et je suis moniteur de ski. Même s'il travaille très peu d'heures, pendant une semaine, pendant les vacances, pour venir dépanner l'école de ski, il aura une cotisation minimale forfaitaire qui est complètement dissuasive. Ce sont des données qui doivent disparaître demain. Il faut rendre la possibilité à la fois de choisir sa caisse, puisque quand on est agriculteur et moniteur de ski, on dépend de 2 caisses différentes, d'une part, et que d'autre part, ceux qui ont une petite activité complémentaire ne soient pas pénalisés par autant de charges. Donc les deux, vous êtes pour une simplification. Maintenant, on va aller sur un autre secteur très important, tous ces commerçants de stations, à Saint-Martin-de-Belleville, à Val d'Isère, aux Arcs, à La Plagne. Je vais vous citer plein de stations pendant cette émission. Que répondez-vous à ces commerçants qui se retrouvent là, ceux qui vont ouvrir dans quelques jours, par exemple, au Saisy, et qui se retrouvent, petits commerçants, avec leur offre d'emploi qui est toujours à pourvoir. Il n'y a personne qui téléphone, il n'y a personne qui envoie un CV, parce que certains saisonniers préfèrent rester au chômage. C'est finalement bien pratique. Qu'est-ce que vous dites à ces personnes-là qui ont besoin de tourner là quelques semaines pendant l'été et qui ne trouvent personne? Eh bien, aujourd'hui, je crois que la politique, ou en tout cas les engagements d'Emmanuel Macron concernant effectivement les personnes au chômage est clair. Hein. C'est de proposer un ou deux postes le plus proche de la compétence du demandeur d'emploi. Là, on parle du chômage de longue durée. On ne parle pas du chômage saisonnier. Celui qui a fini sa saison début avril, il peut aussi ne pas travailler et reprendre son activité au mois de novembre. On fait quoi là pour ceux qui vont ouvrir cet été? Il faut tout simplement rendre les revenus d'assistance moins avantageux peut-être que les revenus du travail. Et c'est d'une certaine manière relever le niveau des revenus du travail en allégeant les charges qui pèsent à la fois sur les salaires et sur les employeurs, et puis peut-être contraindre un peu plus les revenus d'assistance. Ce qui est assez remarquable, votre remarque, Monsieur Rolland, parce que je dois quand même le rappeler, même si vous n'êtes pas le député sortant, vous avez quand même été député pendant 5 ans, de 2002 à 2007. C'est pas M. Rolland qui était député. Si, M. Rolland a été, était remplaçant, a bien été député. Oui, mais c'est pas le même. Mais si, il a été député. Votre statut était bien celui de député, me semble-t-il. Donc, je m'étonne aujourd'hui qu'on se pose encore la question d'alléger, etc. C'est des paroles. Donc, qu'est-ce qu'on fait maintenant pour réellement changer ce qui n'a pas fonctionné depuis des années? Voilà. Peut-être que M. Troutot sache qu'il s'agit d'un accord entre les partenaires sociaux au sein de l'UNEDIC et que cet accord, depuis 2002, a beaucoup évolué et pas forcément dans le sens que vous partagez peut-être avec moi, mais dans un sens qui fait qu'aujourd'hui, nous sommes dans ce type de situation. Et ça fait bien longtemps que je ne suis plus député, et ça fait bien longtemps que je n'avais pas été élu, M. Vincent Rolland, c'est Hervé Guémard qui a été élu, qui vous a cédé son siège pendant quelques mois, vous avez cédé à sa place, mais il n'a jamais été élu au sens d'être élu comme dimanche soir. Vous êtes bien d'accord, M. Troutot? Il était suppléant, me semble-t-il. Mais il n'a pas été élu lui-même. Non, mais on est d'accord. Élu voilà. comme pour cette élection. Je crois qu'il ne faut pas que nous passions cette émission à faire un cas de mon statut. Alors, j'aimerais, s'il vous plaît, qu'on reparle, s'il vous plaît, pour nos commerçants qui nous écoutent. On est, par exemple, là ce soir, à La Plagne. Voilà, il y a une saison, malheureusement, qui est beaucoup trop courte. Oui. On le sait bien, on prend, par exemple, le chiffre d'affaires des remontées mécaniques de Val Thorens. Si on prend tout l'hiver, vous vous rendez compte, si on prend tout l'été, tout l'été, c'est à peine 2 jours de fonctionnement l'hiver. Oui. Donc, des gens qui ont beaucoup de mal aujourd'hui à fonctionner et qui, parfois, sont ouverts pour faire plaisir, on va se le dire clairement. Si, en plus, embaucher des saisonniers l'été, c'est compliqué, j'en connais plein qui n'ont pas envie d'ouvrir cet été. Donc, vous dites quoi à ces commerçants qui ne trouvent pas des gens là pendant quelques jours? Eh bien, justement, moi, ce que je leur dis, pour les avoir rencontrés, même si M. Rolland est bien présent sur le terrain, comme il le dit, et il est aussi coprésident de Savoie-Mont-Blanc. Et pour le coup, pas la question que je vous ai posée. Votre je vais vous y répondre. Et c'est pour ces commerçants, justement, qu'il faut
aujourd'hui du pragmatisme, du bon sens. On voit que nos voisins haut-savoyards, et c'est là où je voulais en venir, c'est qu'aujourd'hui, nos voisins haut-savoyards ont su trouver quelque part un tourisme d'été avec des success stories dans certaines stations. Eh bien, pourquoi pas se rapprocher d'eux peut-être plus. Eux ont besoin de l'expérience de la Savoie et de la deuxième circonscription pour les sports d'hiver. Eh bien, je pense que là, il faut mettre en commun nos compétences pour savoir comment eux se débrouillent. Alors, et apparemment, ils se débrouillent très bien. concrètement, je vais rassurer Philippe Troutot. Je suis à l'origine, il y a 11 ans, de la création de Savoie-Mont-Blanc Tourisme, que je co-préside avec Nicolas Rubin, maire de Châtel. Et ce que vous souhaitez mettre en place, ça fait juste 11 ans que cela existe, une promotion commune de la destination Savoie-Mont-Blanc, qui est une marque ombrelle, une marque chapeau, dans laquelle les stations, les sites touristiques peuvent se retrouver et au sein de laquelle nous engageons plus de 2/3 de notre budget action pour justement faire la promotion du apparemment, ça ne tourisme fonctionne l'été. pas. Au bout de 11 ans, on peut se poser la question, et pour moi-même, être ambassadeur Alors voilà, Savoie-Mont-Blanc... si vous dites que ça ne fonctionne pas Savoie-Mont-Blanc, pourquoi mettre le badge ambassadeur, Parce par que exemple je défends, comme je l'ai toujours fait, depuis que j'ai eu l'honneur d'être ambassadeur comme de nombreux de nos concitoyens. Alors, excusez-moi pour comprendre, qu'est-ce qui ne fonctionne pas? Savoie-Mont-Blanc, les ambassadeurs, qu'est-ce que vous critiquez là? Non, mais c'est la question que vous posiez tout à l'heure, Monsieur Srizi, c'est de dire, on a des hôteliers, on a des professionnels de la montagne sur la deuxième circonscription qui n'arrivent pas à trouver de travailleurs saisonniers, etc. Donc ça fait 11 ans, très bien, qu'on y travaille, que vous y travaillez. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. C'est le résultat en bas à droite qu'il faut regarder. Et aujourd'hui, force est de constater qu'il y a un problème, un réel problème. Alors, on va aller sur à moins que vous vouliez répondre, mais on va aller sur un deuxième domaine qui concerne très très fortement le Beaufortain. Ce sont évidemment ces barrages. Vous savez, aujourd'hui, l'industrie hydroélectrique est très intéressante au-delà du territoire parce qu'elle est beaucoup moins chère, cette électricité, à produire que par exemple l'énergie nucléaire. Seul problème, c'est qu'avec toutes ces années, cette électricité de barrage, eh bien, elle est très concurrentielle. Il y a des concessions qui sont en discussion actuellement et ça sera l'un des sujets de ce député. Donc, qu'est-ce que vous allez faire pour ces nouvelles concessions de barrages? Il y a aussi des questions de sécurité, de fiabilité. On a vu cet hiver cet énorme barrage aux États-Unis qui a failli s'effondrer parce qu'il n'était plus du tout entretenu depuis 20 ans. Comment vous garantissez à ses habitants, proches de Beaufort, proches de Tignes, que nos barrages resteront sur place en toute sécurité et que ça permettra aussi à nous qui habitons ici de vivre de ces barrages? Eh bien, déjà, ils font l'objet d'un suivi particulier. Alors, vous avez raison de rappeler qu'un certain nombre de concessions, comme Bissorte ou la Girotte, sont déjà arrivées à échéance en 2014 ou 2015, mais le relancement des concessions tarde à venir. L'État est propriétaire de ces barrages. Et effectivement, dans l'appel d'offres qu'il y aura, plusieurs concurrents peuvent répondre. Moi, je souhaite effectivement que l'énergéticien français puisse être retenu d'une part. Quels sont vos moyens pour ça? Écoutez, c'est de regarder absolument qui est le meilleur, qui garantit la meilleure sécurité. C'est le mieux disant, pas forcément le moins disant. Absolument. Et puis, regarder quel est celui qui connaît le mieux les ouvrages aussi, parce que ce sont des ouvrages singuliers à chaque fois, différents. Bissorte, Tignes, tous ces barrages sont les uns et les autres conçus différemment. Et je pense que le critère sécurité, le critère prix doit rentrer en considération. Et n'oublions pas que grâce à cette houille blanche, alors au départ elle n'était pas dans les barrages, mais c'est aussi pour ça que nous avons une industrie, des électro-intensifs, et qui peuvent d'ailleurs tirer quelques avantages de ces tarifs de l'électricité meilleurs et spécifiques pour eux. Donc il y a pour vous, un élément... C'est le mieux disant, pas le moins disant, et bien regardez qui pourrait devenir client. Et il y a un élément de souveraineté nationale. Alors, qu'est-ce que vous répondez à cette question-là? Il y a aussi des questions locales qui se posent, évidemment. Bien sûr. Alors, écoutez, ça tombe plutôt bien, en tout cas, sur ce sujet. Je vous remercie de le traiter, autant que de poser la question, puisque étant
spécialiste des travaux publics et président de l'Institut des risques majeurs. Et je vous laisse répondre. Ça ne pouvait que mieux tomber. Très clairement, étant élu également d'une petite commune en bas de cette vallée, nous avons actuellement, et c'est pour rassurer, j'allais dire, nos téléspectateurs, qu'aujourd'hui, tout est mis en œuvre par l'exploitant, en l'occurrence EDF-CIH, pour alerter, informer en cas de danger au niveau donc de ces barrages. Il y a en place dans chaque commune, parce que c'est une obligation, bien sûr, nous avons un plan communal de sauvegarde. Si vous êtes demain élu député, voilà. Comment vous allez rentrer dans ce débat qui nous concerne? Ce sont des structures anciennes qu'il ne faut pas négliger, bien entendu. Nous avons ces concessionnaires qui sont responsables de leur outil de travail, qui y portent une attention toute particulière, mais qui nécessitent un très très fort investissement pour qu'on conserve ces installations en sécurité. Vincent Rolland dit sujet régalien, vous êtes d'accord? Totalement. C'est un sujet régalien. Il faut impérativement que l'État, j'allais dire, soit présent sur ces installations. Donc ce qui veut dire exclure certains types de candidats à cet appel d'offres. Totalement, je pense que là, le cahier des charges, et nous sommes élus, donc nous connaissons les particularités des appels d'offres, ce sont des appels d'offres restreints qui doivent être ouverts. Où l'État doit avoir sa place. Totalement. Là-dessus, vous avez effectivement des positions assez communes. Maintenant, on va parler aussi de la capitalisation de nos stations d'altitude. On le voit bien, il y a des hivers différents selon que l'on est, par exemple, habitant d'une station à 1800 mètres d'altitude ou d'un village comme Arèche-Beaufort, qui est dans votre circonscription, à 1100 mètres d'altitude. Il y a un opérateur très important qui s'appelle la Compagnie des Alpes. Ça a été l'un des sujets abordés lors de la dernière législative. Très clairement, est-ce que vous êtes, M. Troutot, pour l'ouverture du capital de la Compagnie des Alpes à d'autres opérateurs venant peut-être d'autres pays? Alors, j'ai suivi les débats que, en son temps, Hervé Guémard ayant posé une question au principal intéressé, qui était alors justement Emmanuel Macron, ministre Absolument. de l'économie et des finances. Donc, je n'aurai pas, et je suis tout à fait d'accord avec lui, et ce sera pour d'autres sujets également. Et vous aurez du mal, si vous êtes élu, à maintenir cette position. Peut-être, mais la position doit être maintenue. L'État doit rester actionnaire majoritaire de la Compagnie nationale des Alpes. C'est une impérieuse nécessité, il n'est pas question, et Emmanuel Macron s'y est engagé. Donc si je suis élu donc député de cette circonscription, de notre deuxième circonscription, j'aurai un œil vraiment, vraiment attentif à ce que cette promesse, effectivement, cet engagement soit respecté. Vincent Rolland. Alors moi, je suis très clair. Je ne veux pas que des actionnaires étrangers, quels qu'ils soient, Chinois notamment, on parle effectivement de Chinois, soient au capital de la Compagnie des Alpes. Nous avons fait une proposition alternative, puisqu'aujourd'hui, 40% du capital n'est pas détenu par l'État, mais par la Caisse des dépôts et consignations. Cette proposition alternative consiste à ce que les banques locales, des banques mutualistes, on n'est pas là pour en faire la publicité, mais vous voyez de qui je veux parler, les collectivités locales rentrent au capital de la Compagnie des Alpes, de telle sorte à ce que les décisions ne soient pas prises ni à Paris, ni à Pékin, ni je ne sais où, mais ici, sur notre territoire. Il s'agit encore une fois d'un élément de souveraineté nationale et départementale. Alors là, Vincent Rolland semble aller quand même plus loin, parce que le fait de dire que ce capital resterait en gros régionalement par le fait de grandes banques connues et qui ont leur siège à Lyon pour la plupart, là, voilà, on voit une position qui est un peu différente de la vôtre. Un petit peu différente, donc ce n'est pas national, puisque vous refusez que l'État soit majoritaire, mais plutôt les collectivités locales. Il me semble qu'il faudrait... Vous êtes d'accord ou pas d'accord? Mais il faudrait déjà qu'on arrive à faire adhérer les collectivités locales. Mais elles ont fait la proposition, le président du conseil départemental de la Savoie, et de la Haute-Savoie, déjà de les moyens et le président de la région ont proposé à la Caisse des dépôts et consignations de prendre des titres de la Compagnie des Alpes. Comme ça, le centre de décision se fait ici. Et les profits gagnés dans nos vallées... ne semblent pas contre pour l'instant. Les profits gagnés dans nos vallées seront
réinvestit sur place. Alors, les qu'est-ce que vous investissements répondez à Vincent d'aujourd'hui, Rolland? c'est les emplois de demain. L'essentiel pour moi, c'est que la compagnie soit toujours détenue majoritairement par la France, que ce soit au niveau national, au niveau régional, au niveau local. L'essentiel, c'est que nous ayons toujours un pouvoir de blocage s'il se passait quoi que Oui, ce mais soit. comment vous allez pouvoir bloquer avec un Emmanuel Macron qui est plutôt libéral sur la question? On s'en souvient, à la tribune, l'interpellation d'Hervé Guémard a été pas une fois, mais plusieurs fois. Oui. Et la réponse du ministre à l'époque du budget, M. Macron, était oui, écoutez, on verra plus tard. C'était ça un peu la réponse. Non, je l'ai entendu. Il s'est engagé, et très clairement, à ce qu'il n'y ait pas d'actionnaires majoritaires étrangers à la compagnie. Donc, la question est claire, la réponse a été claire, me semble-t-il. On peut reprendre les vidéos. Emmanuel Macron a été clair sur le sujet. Très bien. Alors, on va passer maintenant au dernier sujet avant de vous laisser conclure chacun face à vos caméras respectives. Évidemment, c'est l'emploi. L'emploi dans la vallée, l'emploi à Albertville. Comment faire de ce magnifique bastion, plus de 20 000 habitants dans ce bassin albertvillois, pour lui permettre de vivre à l'année? Vos propositions, si vous êtes élus l'un et l'autre, qui veut répondre? C'est de créer les conditions d'attractivité du territoire, et notamment par des zones d'activité, comme nous en avons une à Gilly-sur-Isère, et parce que nous nous trouvons dans ce territoire, au milieu de ces montagnes, au milieu d'une certaine économie, qui n'est pas exclusive, mais beaucoup tournée vers le tourisme, que des industriels comme Pomagalski ont fait le choix de s'installer. Qu'est-ce qui manque pour les rendre encore plus attractifs? Comme idéal. Et petit à petit, au lieu d'avoir des délocalisations, comme cela aurait pu être le cas pour Pomagalski en Italie du Nord, eh bien, nous avons su les convaincre, les attirer, parce que les aménagements étaient prêts sur notre territoire, avec 150 emplois à la clé, sachant qu'en termes d'emploi, ce qui reste à faire est toujours bien plus important que ce qui a déjà été fait. Il faut bien se garder de tout triomphalisme. Je vais répondre rapidement, vous étiez un peu en avance. Alors, je veux simplement préciser que le cas Pomagalski, et il faut être honnête, M. Rolland, et le préciser, ce n'est pas la création de 150 emplois. C'est là, vous avez réussi, et je vous en félicite, vous, vos équipes, à conserver sur le territoire cet outil de production. Je connais bien puisque j'en ai suivi la sécurité, puisque je suis aussi, et comme M. Rolland, ancré sur le terrain, mais moi je suis des pieds dans la boue. Mieux si vous êtes député à la place d'Hervé Guémard. C'est de rappeler que ce sont des emplois qui ont été ramenés de Bourg-Saint-Maurice et de Montmélian sur la zone de Gilly-sur-Isère. Et qui devaient partir en Italie du Nord. Qui devaient partir, je vous en félicite. Donc il faut être honnête, ces emplois existaient, ils ont été maintenus. Maintenant, nous avons besoin de ramener d'autres emplois sur cette vallée. Alors, votre recette, rapidement, en 20 secondes. La fracture numérique en est un exemple. Comment voulez-vous attirer des jeunes entreprises dans les domaines justement de l'innovation quand aujourd'hui, nous n'avons même pas le haut débit dans certains de nos villages? Voilà un exemple qui est marquant. Il y a effectivement un tuyau principal qui part, j'allais dire, de Chambéry et qui monte jusqu'à Tignes ou dans la Haute-Tarentaise et les épines, les arêtes de poissons n'existent pas dans certaines communes. Nous avons encore des débits, mais tout à fait impossibles. Donc ça, c'est votre recette. Donc ça, pour pouvoir attirer des entreprises innovantes qui ont besoin de débit, parce que l'informatique et aujourd'hui le numérique est là, nous en avons besoin. Donc, il faut déjà, ça c'est une infrastructure impérative, c'est quelque chose de très très important. C'est entendu dans le débat de la circonscription d'à côté, celle de Maurienne notamment. Voyez. Merci beaucoup. Alors je vous laisse maintenant répondre en 45 secondes. Votre recette pour faire venir des entreprises et aussi conserver, fixer les emplois dans ce bassin albertvillois. C'est de fixer des zones aménagées, comme je le disais tout à l'heure, pour être prêt à accueillir ces entreprises. Et puis, c'est aussi les liens qu'on a avec le monde industriel, comme c'était le cas avec Pomagalski, comme c'est le cas avec Ideal, pour leur dire, regardez, les aménagements sont prêts, vous avez de la fibre, nous sommes prêts à consentir des efforts en termes d'accueil, en termes de services pour vos salariés. Venez chez nous, vous êtes au cœur du plus grand marché du ski du monde, par exemple. Est-ce qu'on ne pourrait pas aussi jouer sur la question du logement de ces salariés? On le sait bien, les terrains ne sont pas extensibles. Est-ce qu'on ne pourrait pas ouvrir certaines zones à l'habitation pour ces salariés-là? Dans les services aux salariés auxquels je pensais figure bien évidemment le logement, l'accueil des enfants, des très jeunes enfants, et ainsi de suite. C'est finalement un programme un peu cousu main que vous voulez faire.
Coûts humains, en tout cas, les entreprises ont besoin de simplicité et d'interlocuteurs uniques. Et donc, tout ce qui concourra... Mais pourquoi ça n'a pas été fait avant? Ça l'est aujourd'hui au sein de la communauté d'agglomération. Oui, mais sur le territoire, il y a encore des trous, on le voit bien. Il y a encore des trous, mais le territoire est aussi dicté par un schéma de cohérence territoriale où justement chaque partie du territoire est organisée soit pour de l'habitat, soit pour accueillir des entreprises, soit, on l'a oublié jusqu'à présent, pour l'agriculture aussi. Merci beaucoup Vincent Rolland. Merci. Vous êtes exactement à l'égalité de temps de parole, 9,04 pour Vincent Rolland, 9,12 pour Philippe Troutot. Je vais vous laisser selon le tirage au sort qui a été fait. Vincent Rolland, eh bien, je vais vous donner donc 35 secondes, je vous donnerai 5 de moins pour équilibrer. Face à cette caméra-là, pourquoi voter pour vous dimanche prochain? Vous avez l'investiture LR UDI. Avec Claudie Blanc, ma suppléante, qui est une fille de la vallée, nous sommes ancrés sur le territoire. Nous avons une bonne connaissance des dossiers et nous voulons consacrer toute notre énergie à faire avancer ce territoire multiple avec des sujets très différents. Mais c'est cette connaissance, cette volonté d'agir qui demain nous permettra de défendre nos spécificités du territoire auprès de l'Assemblée nationale. Merci Vincent Rolland. Philippe Troutot, je vous laisse donc répondre en 18 secondes pour être exactement équilibré. Pourquoi voter pour vous dimanche prochain? Vous êtes majorité présidentielle, mais vous n'avez pas l'investiture En Marche. Face à cette caméra-là, s'il vous plaît. Eh bien, quand bien même nous n'avons pas l'investiture En Marche avec Alexandra Udry, nous invitons aujourd'hui les électeurs de cette deuxième circonscription qui nous ont apporté leur soutien, de confirmer ce soutien. Il est de l'intérêt de la deuxième circonscription de s'inscrire dans la majorité présidentielle. Et voilà, c'est parfait. 9,32 chacun, c'est à la seconde près. Merci infiniment à vous deux. N'hésitez pas à aller voter dimanche. On le dit, on le rappelle, il va faire entre 33 et 34 degrés en zone de plaine. Si vous voulez aller vous balader, ce n'est pas un problème. Vous passez encore là au tribunal ce vendredi après-midi pour vous inscrire en procuration. Après, c'est trop tard. Mais voilà, n'hésitez pas à aller voter. Et nous sommes là dimanche pour les résultats à partir de 19h45. Merci.